bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Ouais. Bonjour, merci d'être venu assister à ma conférence. Merci aussi au BAL Bière à Lille de m'avoir invité pour donner cette conférence. Donc aujourd'hui, on va parler des tendances de bière pour 2024. J'ai divisé la conférence en plusieurs parties. La première partie, on va définir ce que c'est une tendance et voir comment elle évolue. Ensuite, on va parler du pari des grandes entreprises. Vous allez voir pourquoi je parle d'un pari pour les grandes entreprises. Et ensuite, je vais vous parler de mes pronostics pour les tendances 2024. Et après, normalement, si tout se passe bien, il devrait y avoir environ 10 minutes de questions-réponses et d'échanges avec vous à la fin. Voilà. Donc, alors j'ai cherché comment définir vraiment ce que c'est une tendance. C'est vrai qu'on a pas mal de définitions qu'on peut trouver sur Internet. Il y en a une qui m'a beaucoup parlé et je pense que ça peut être vraiment la définition de ce qu'on pourrait voir, en tout cas pour la bière. La définition que j'ai trouvée sur le site frenchweb.fr, et c'est décrit comme la façon dont on fabrique les histoires. La tendance a besoin d'être vécue puis adoptée pour être transmise à un groupe d'individus, comme une histoire passerait d'une bouche à l'autre. Donc en fait là, pour cette définition, on voit bien qu'une tendance, ça ne peut pas vivre toute seule. On va avoir besoin de personnes qui vont la relayer, qui vont la partager. Donc je pense que ce graphique est très intéressant pour décrire comment fonctionne une tendance. C'est-à-dire que quand une tendance, une innovation sort, il y a tout un schéma qui va se montrer. Donc c'est une courbe qui s'appelle la diffusion curve, ou la courbe d'adoption en français, et donc on voit comment vont fonctionner les différents consommateurs, quel type de comportement les différents consommateurs vont adopter. Donc la première façon de se comporter, on va dire, ça va être les consommateurs qui sont les innovateurs, c'est-à-dire les personnes qui vont, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, ils vont être très friands des nouveautés. Ils ne vont pas forcément avoir besoin de savoir de quoi il s'agit, ils vont absolument vouloir le tester, l'acheter. Alors pour une bière, ça serait, vous rentrez dans une cave à bière, il y a un nouveau style de bière, vous n'en avez jamais entendu parler, c'est pas grave, vous l'achetez, vous le testerez sans problème. Les deuxièmes personnes, c'est les premiers adeptes, donc les early adopters. Alors les premiers adeptes, ils vont être aussi friands de nouveautés, mais ils vont avoir quand même besoin d'un minimum d'informations avant d'acheter. Donc là par exemple, encore une fois, on rentre dans une cave à bière, on voit un nouveau style, on va quand même demander un petit peu au caviste de ce qu'il en est. Ensuite, on a la troisième partie, donc qui fait partie des deux majorités, qui a un nom un peu rigolo, ça s'appelle la majorité précoce. Alors la majorité précoce, ils vont aussi avoir besoin d'informations, mais un peu plus que les précédents. Ensuite, on a la majorité tardive. Alors la majorité tardive, là, en plus d'informations, ils vont aussi avoir besoin de retours d'autres personnes, d'avis, etc. Et enfin, on a les retardataires, donc les derniers de la courbe. Les retardataires, j'aime bien l'expliquer comme ça, c'est un peu votre pote qui a un Nokia 3310 depuis 15 ans. Et il ne veut pas s'en séparer, mais au bout d'un moment, même si c'est un Nokia 3310, il finit par mourir. Et du coup, il se retrouve obligé d'acheter un smartphone parce qu'il n'y a bien plus de Nokia 3310. Donc c'est un peu cette idée-là. En fait, il va adopter une nouvelle tendance, mais vraiment parce qu'il est contraint et forcé, quoi. Il n'a pas envie, mais c'est comme ça. Donc je pense que cette courbe est vraiment très intéressante pour expliquer les tendances. Par contre, je pense que ce qu'on pourrait critiquer dessus, c'est qu'elle est très linéaire. Donc on va voir une autre courbe qui est l'évolution d'une vidéo que tout le monde a dû voir dans sa vie, qui est la vidéo du Gangnam Style. Pourquoi je parle de cette vidéo? Parce que je pense que c'est l'exemple par excellence de quelque chose qui est devenu tendance très vite, qui a explosé. Et d'ailleurs, si vous remarquez, c'est de 2012, donc ça nous fout quand même un bon coup de vieux. Ça fait 11 ans qu'elle est sortie cette vidéo. Donc voilà, donc c'est vraiment l'exemple, je pense, le plus extrême de ce que peut être une tendance. Ce que je voulais vous montrer là-dessus, ça revient un peu sur la définition que je vous ai donnée au début, c'est-à-dire qu'on a besoin d'événements pour qu'une tendance prenne vraiment et explose. Bon voilà, pour encore une fois un exemple extrême. Donc j'ai mis des petits bâtons sur les gros événements que je trouvais qui étaient intéressants. Donc la vidéo elle est sortie le 15 juillet 2012. Et premier gros événement ici,
il y a des personnes influentes comme des chanteurs, il y a par exemple Robbie Williams, Katy Perry, qui ont commencé à partager la vidéo, donc déjà une semaine après. Ensuite, encore une semaine après, le 1er août, là, il y a des grandes chaînes américaines qui ont commencé à en parler. Il y a CNN, il y a The Wall Street Journal, donc ça a commencé à monter un peu plus. Après, là, autour du 23 août, je reprends mes notes. Autour du 23 août, il y a eu une première apparition du chanteur, donc Psy, en live aux États-Unis. 4e événement, hop, ici. Donc là, c'est encore une chaîne qui a parlé de cette vidéo, donc de la chaîne NBC Today Show. Et enfin, dernier événement marquant, il a été nominé au MTV Europe Music Awards, donc en 2012. Donc on peut voir qu'à chaque événement, il y a une montée en puissance de cette vidéo, donc qui a vraiment fini par faire exploser cette tendance. Je pense qu'on peut parler d'une tendance parce qu'aujourd'hui on n'en entend plus trop parler de cette chanson et c'est pas plus mal. Voilà, donc je pense que si on voulait le mettre, faire le parallèle avec le monde de la bière, on pourrait peut-être changer le nombre de vues par le nombre de litres qui a été bu par rapport à tel ou tel style. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est statistique et vraiment pouvoir étudier de votre côté ce qui est une tendance au niveau de la bière, au niveau des ingrédients, tout ça, je vous conseille d'aller voir le site Beer Analytics. Donc c'est un site qui va regrouper presque 1 million de recettes de bière, qui va aller récupérer des sites comme Beersmith, comme Worthwen, ce genre de choses. Et en fait, ils vont récapituler toutes les données et ils vont en donner des statistiques, des courbes, ce genre de choses. Donc on peut faire des recherches au niveau du style de bière, au niveau du style de houblon, au niveau des levures, ce genre de choses. Et là, l'exemple que j'ai mis, c'est un exemple, je pense, qui est vraiment parlant. C'est les tendances au niveau des houblons. Donc je ne sais pas s'il y a des brasseurs amateurs ou pas d'ailleurs parmi vous, si vous pouvez lever la main. Un brasseur, d'accord. 2 brasseurs, ok. Donc si vous êtes brasseur, vous avez certainement commencé à brasser avec le houblon cascade. En général, on commence tous à peu près par cette variété-là. Donc là, on peut voir vraiment que là, le houblon cascade, c'est la courbe bleue. En 2012, on était vraiment sur du cascade et petit à petit, il s'est fait devancer par le citra. Encore une fois, si on est brasseur, c'est vrai que le citra, ça parle aussi beaucoup. Et je peux vous dire, j'ai une boutique en ligne où je vends des ingrédients justement pour le brassage et notamment des houblons. Et c'est vrai que le citra, c'est le houblon qui parle le plus vite sur mon site, quoi. Donc c'est vrai que c'est bien marqué par cette courbe. Voilà, donc ça, si vous êtes intéressé par ce type de sujet, n'hésitez pas à aller sur le site. Voilà, donc on en vient à la deuxième partie, qui est le pari des grandes entreprises. Alors pourquoi je parle de pari ? Parce que bon, déjà il faut savoir, pour ceux qui ne font pas de bière, qu'une bière est composée de 4 ingrédients principaux. On a la levure, le houblon, le malt et l'eau. Et donc pour chaque ingrédient, on va avoir des grandes entreprises qui vont travailler sur tel et tel ingrédient. Et pourquoi un pari ? Parce que en fait, ces entreprises, elles vont devoir constamment innover pour rester dans le jeu, on va dire, pour rester tendance. Et une innovation, alors j'imagine que c'est pareil un peu dans tous les domaines, mais dans la bière, c'est vrai que c'est très marqué. Ça va être un investissement en temps, en argent, on va faire des études, ce genre de choses. Et c'est généralement des innovations et des développements qui vont durer des années, voire des dizaines d'années. Donc il faut absolument que les entreprises, elles soient à l'affût des tendances de demain, voire dans 10 ans, pour que quand le produit sorte, qu'il y ait une demande, parce que sinon ça ne sert pas à grand-chose. Donc j'ai divisé ça en ingrédients. Donc principalement, on va parler de la levure et du houblon, et ensuite un petit peu du malt, mais le malt c'est un peu moins marqué. Donc au niveau des levures, on a plusieurs grandes entreprises qui innovent constamment. On a par exemple Fermentis. Donc Fermentis qui a sorti une levure il y a quelques mois qui s'appelle la BR8. La BR8, c'est une première mondiale. C'est une levure Brett, mais en format sec. Donc c'est vraiment remarquable pour ce type de levure. Justement, là, c'est un développement qui a duré 10 ans. Donc ça veut dire que les Brett, j'ai l'impression qu'on commence un petit peu à en voir de plus en plus. Mais eux, il y a 10 ans, ils se sont dit, tiens, dans 10 ans, on va sûrement être intéressés par ça, il faut qu'on sorte
une innovation de ce côté-là. Alors pour les brettes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une famille de levures, c'est des levures un peu sauvages qui vont donner, comme là on peut voir, un aspect un peu funky à la bière. Le côté funky, c'est des notes qu'on va décrire comme des notes de cuir, des notes d'étable, de poney, des notes un peu sauvages comme ça qui sont un peu des fois costauds. Donc ça serait une première innovation. Ensuite, on a du côté des États-Unis, on a le laboratoire White Labs. Donc White Labs, pour ceux qui brassent, ils connaissent certainement. C'est un laboratoire qui est très connu pour ses levures liquides. En fait, il y a très peu de temps, ils faisaient que des levures liquides et ils ont un catalogue immense de levures liquides. C'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils ont comme souche. Et bon, déjà la première innovation qui est reliée un peu à la levure que je viens de vous présenter juste avant, c'est qu'ils commencent petit à petit à sortir leur levure en format sec. Donc là, je ne sais pas trop ce qu'on peut en déduire, mais peut-être plus du coup parler un peu plus aux brasseurs amateurs. Ça, chacun pourra faire ses conclusions, mais bon, je pense que c'est important de le noter. Et à côté de ça, ils ont aussi un programme qui s'appelle The Vault. Et ce programme, en fait, il consiste à tous les 4 mois sortir des nouvelles souches en édition limitée, c'est-à-dire ça va durer vraiment juste le temps de cette édition. Donc tous les 4 mois, on renouvelle certaines souches. Et c'est quand même très intéressant parce que ça oblige à innover constamment. Et en plus de ça, c'est aussi assez malin parce que du coup, comme ils sortent en édition limitée, ils peuvent voir justement qu'est-ce qui est tendance ou pas. Et du coup, ils vont pouvoir après ensuite voir s'ils pérennisent ou pas certaines levures. Il y a plusieurs levures qui ont été pérennisées, qui sont sorties de ce programme-là. On en parlera, on les développera un peu plus tard, mais juste pour les citer comme ça, il y a notamment la WLP 077 Tropical Blend, donc une levure qui va être très focalisée fruits tropicaux, agrumes. Il y a la NA All Day, c'est une levure qui va faciliter la fermentation des bières sans alcool. Et la dernière, dont je ne me souviens plus, la Hornidal. Donc la Hornidal, c'est une levure Weick qui faisait aussi partie de ce programme et qui ensuite a été pérennisée. Sur la même idée d'un programme où il se renouvelle constamment, c'est le laboratoire Escarpment Labs. C'est un laboratoire canadien pour le coup. Et eux, ils ont un programme qui s'appelle Gvaik The World. Alors les Gvaik, on en parlera un petit peu plus tard. Mais certainement, si vous brassez, vous connaissez certainement les Gvaik. Et là, donc, c'est un peu la même idée que le programme The Vault. En fait, à chaque saison, été, hiver, etc., ils vont sortir une nouvelle souche de levure Gvaik. Donc pareil, en édition limitée, après ils voient s'ils pérennisent ou pas. Et je pense que le laboratoire qui est le plus visionnaire pour moi, c'est vraiment l'allemand. Ils ont sorti beaucoup de levures qui sortent un peu de l'ordinaire. Et pour certaines, on est vraiment sur... ils ont vraiment vu juste, selon moi en tout cas. On a par exemple la Philly Sour. Donc encore une fois, si vous êtes brasseur, vous la connaissez certainement. Je sais qu'elle est un peu décriée celle-là, elle divise un peu. C'est soit on adore, soit on déteste. Bon, cette Philly, en fait, elle permet d'acidifier son mou et donc de faire des bières acides. Mais c'est plus, en fait, ça simplifie le process d'acidification d'une bière. Là, on l'utilise comme une levure classique et on va avoir à la fin une bière acide. Donc cette Philly Sour, elle est sortie en 2020, en septembre 2020. Et c'était des années de recherche et je pense qu'on peut dire, là vous avez certainement vu sur les stands, il y a pas mal de bières acides. Donc je pense qu'ils ont quand même vu juste. Après il y a la Verdant IPA qui est sortie quelques mois après, en décembre 2020. Et pareil, les IPA, les NEIPA, tout ça, on commence à bien connaître. Et pour vous dire encore une fois, comme je vous disais, j'ai une boutique en ligne de produits pour faire de la bière. Ces deux levures-là, pareil, c'est celles qui partent le plus vite. Donc voilà, elles ont vraiment beaucoup de succès. Alors, ce qu'ils ont sorti plus récemment, il y a la Nova Lager. Donc, c'est une souche lager qui va permettre donc, de faire des vrais lagers, mais en un temps plus court. En fait, pour ceux qui ne font pas de bière, il y a deux familles principales de bières. Il y a les ale, les lagers. Et les bières lager, elles vont fermenter à une température plus basse et elles vont être plus longtemps à être prêtes dans les grandes lignes. Et donc là, ça permet de diminuer un peu ce temps, tout en ayant une vraie bière lager. Et enfin, on a la Lona, qui est sortie, c'est la dernière qui est sortie chez Fermentis, chez l'Allemand. Et la levure Lona, elle va permettre également de fermenter des bières sans alcool, ou à un taux d'alcool très bas. Donc est-ce que ça va dessiner certaines tendances ? Ça c'est à étudier, mais moi je pense que, en tout cas jusqu'à maintenant, ils ne sont pas souvent loupés. Enfin, on a donc la deuxième partie sur le baril des entreprises, c'est les houblons.
Et là, avant de continuer à vous parler, on va vous distribuer des pelés de houblon. Je vous invite à les sentir. Alors, il y a deux variétés différentes. Je vous invite à les sentir. Et essayez de capter les notes que vous sentez. Dites-les pas trop à votre voisin parce que sinon vous risquez d'influencer la réponse des uns et des autres. C'est juste, vous inquiétez pas, je ne vais pas vous poser la question plus à Voilà, donc pour bien sentir un houblon, vous le mettez dans la paume de votre main, vous l'écrasez un petit peu comme ça, et après, vous placez votre nez dans vos mains pour ressentir au mieux les arômes de chaque houblon. Qu'est-ce que vous avez l'impression de sentir comme note? Ouais, j'entends rien. Du? Ok, les arômes d'une IPA, ok. Du pesto, ok, pourquoi pas. D'autres notes que vous avez l'impression de détecter? Vous diriez qu'ils sont plutôt fruités, quand même, ils sont quand même pas mal aromatiques. Et de quel pays vous diriez qu'ils viennent ces houblons? Ça va plus parler au brasseur, ça. Les brasseurs? Alors ces deux houblons, ils viennent d'Europe. Le numéro 1, il vient de France, c'est le houblon Elixir. Et le numéro 2, il vient d'Allemagne, c'est le Solero. Ah ok, d'accord. Voilà, donc c'est deux houblons qui viennent d'Europe. Pourquoi je ne vous l'ai pas dit avant? C'est parce que, bon, ça va juste parler au brasseur, mais en général, les houblons aromatiques, ils viennent du Nouveau Monde, ils viennent des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande. Et on parierait pas trop sur les houblons européens pour avoir des notes aromatiques. Mais ils ont lancé un grand pari, ces entreprises, il y a une dizaine d'années aussi. Donc il faut savoir que pour développer une nouvelle variété, il faut 10 ans. Et ils ont parié sur les IPA, les NEIPA, ce genre de choses. Et donc, par exemple, l'Elixir, il est sorti en 2016. C'est le dernier né du programme d'expérimental de France. Et on est vraiment sur des notes pour donner des NEIPA, des IPA, et pour essayer de concurrencer, à l'échelle quand même, mais essayer de concurrencer les houblons américains. Au niveau des maltes, bon là il n'y a pas énormément d'innovation, ça reste du malt, mais il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant, c'est la malterie Weyermann qui depuis quelques années commence à développer des variétés anciennes, en fait, à faire revenir des variétés anciennes, et ça c'est vraiment intéressant, notamment si on regarde au niveau de styles anciens qui sont un peu perdus, des styles historiques. Il y en a pas mal qui sont répertoriés dans le guide BJCP. Le guide BJCP, c'est le guide qui va répertorier justement tous les styles connus dans le monde. Il se rénove à peu près tous les 5 ans. Et il y a certains styles que jusqu'à maintenant on ne pouvait plus brasser parce qu'on n'avait plus les maltes vraiment spécifiques. Et Weyermann s'est donné le travail de ressortir ces variétés. Et pour terminer cette deuxième partie, je voudrais savoir qui parmi vous a un Firephone. Alors, c'est normal que personne ne l'ait. En fait, le Firephone, c'est le smartphone qu'a sorti Amazon en 2015. Et en fait, il a fait un flop total. C'est-à-dire qu'il est sorti début 2015 et mi-2015, il n'existait déjà plus. Donc c'est juste pour vous dire que même si les entreprises parfois dépensent des milliers, voire des millions, et même s'ils dépensent des années de recherche, parfois c'est pas suffisant. Le dernier mot ceux qui ont le dernier mot, ça reste quand même nous, les consommateurs. Donc ok, les entreprises, elles peuvent lancer des tendances, mais c'est nous qui adhérons ou pas au final.
Donc ça nous mène à la troisième partie, donc les tendances pour 2024. Pourquoi vous êtes là? Je pense que une première tendance, bon, qui n'est plus vraiment une tendance, mais qui existe encore, qui fait maintenant partie du paysage brassicole, c'est tout ce qui est IPA et NEIPA, particulièrement les NEIPA. Donc maintenant, on voit chaque brasserie quasiment a sa propre NEIPA, mais je pense que dessus, il y a peut-être une tendance qui est en train de se jouer. Avant de vous en parler, en fait, il y a quelques mois, je suis tombée sur un article qui m'a fait un petit peu rigoler. Ça vient d'un magazine américain qui s'appelle Craft Beer and Brewing, donc ils sont toujours à l'affût des tendances, ils parlent de style, ils donnent des conseils, ce genre de choses. Et ils ont fait un article qui se demande pourquoi tous les NEIPA ont à peu près le même goût. C'est vrai, en fait, au final, moi j'adore les NEIPA, mais au bout d'un moment, on a un peu fait le tour et on a toujours à peu près les mêmes notes. Ce qui est un peu dommage. Et je pense que une des découvertes, on va dire, une des recherches qui va pouvoir peut-être relancer un petit peu ce style, ou en tout cas le booster un petit peu, ça va être l'éthiol. Donc qu'est-ce que c'est l'éthiol? C'est 1%, c'est un composé organique qui compose 1% ou moins d'1% des huiles essentielles qui sont présentes dans le houblon, entre autres. Et ce 1% d'huile essentielle, il a une intensité aromatique vraiment explosive et très extrême. Il va développer certaines notes comme la goyave, comme le fruit de la passion, comme les agrumes, ce genre de choses. Et pour vous dire un peu le potentiel aromatique que ça a, j'ai entendu dans une étude donnée notamment par Laura Burns, qui est une laborantine de chez Omega Yeast, un autre laboratoire américain. Elle disait que pour se rendre compte un peu du potentiel d'éthiol, si on met une goutte, vraiment juste une goutte, dans une piscine olympique, le nez humain va le sentir. Donc on est sur des nanogrammes, etc. Mais c'est tellement puissant, tellement intense qu'on va le sentir. Pardon? C'est une piscine avec du chlore. Ah là je suis pas sûre, effectivement. Piscine avec du chlore, je suis pas sûre. Donc, l'éthiol, on en parle depuis un long moment. En fait, l'éthiol, ça vient d'abord du monde du vin. Donc c'est un composé qui est connu dans le monde du vin depuis très longtemps, mais ça fait très peu de temps qu'on s'y intéresse du côté de la bière. Il y a notamment Scott Janisch, donc, qui est une pointure dans le monde de la bière, qui a écrit différents livres, dont par exemple The New IPA, qui est focalisé sur les houblons. Donc il commençait déjà à parler d'éthiol il y a quelques années, et notamment du Fountains Powder. Donc le Fountains Powder, c'est un produit, en fait c'est un produit naturel, c'est de la peau de raisin blanc, de raisin de Sauvignon blanc qui vient de Nouvelle-Zélande, et c'est un produit qui est chargé en thiol. Donc c'est un produit qui a été développé par donc une entreprise qui est en Nouvelle-Zélande. J'en ai ramené un petit peu aujourd'hui si vous voulez sentir. Donc ce produit il est sorti à peu près en 2021, donc là il y a un article de Scott Janisch qui en parle. Et en fait, dès qu'il est sorti, ça a un peu explosé partout, surtout côté américain. De toute façon, les tendances en général viennent d'abord aux États-Unis. Donc ça a un peu explosé. Et si vous regardez un peu sur YouTube les chaînes de brassage, tout ça, il y a principalement des chaînes américaines. Vous connaissez peut-être la chaîne de Glowhammer. Donc c'est une chaîne de brassage. Ils ont fait une recette avec des thiols en août 2022. En décembre, il y a aussi Flora Brewing, une autre créatrice de contenu de YouTube qui a fait une recette avec les thiols. Il y a aussi une autre chaîne très très connue dans le monde français qui s'appelle Waterrot. Donc voilà, vous savez que moi je m'intéresse aussi à ces produits au thiol depuis un bon moment. Donc pareil, en août on en parlait déjà en 2022 et en décembre j'avais fait une vidéo un petit peu en fait quand on a commencé à importer ce produit et à le proposer sur le site. En fait tout était à apprendre parce que c'était vraiment nouveau dans le monde de la bière et donc j'avais créé une vidéo pour expliquer comment l'utiliser, quand, en quelle quantité, etc. Ça nous mène à la deuxième tendance pour moi qui serait plutôt les Gweik. Alors peut-être que vous avez vu ici dans le salon certaines bières, appelées Gweik IPA, Gweik quelque chose. Donc les Gweik, c'est pas un style de bière. Gweik IPA, c'est pas vraiment, ça n'existe pas vraiment en fait. C'est pas un style de bière, c'est une famille de levures les Gweik. Donc c'est des levures qui viennent principalement de Norvège, des pays du Nord, d'Europe du Nord.
Et c'est des levures, en fait c'est des super levures. C'est-à-dire qu'elles vont avoir beaucoup d'avantages, elles offrent beaucoup d'avantages que n'ont pas les autres levures. Notamment, elles vont fermenter à des températures beaucoup plus élevées que les levures classiques. Pour une levure classique, une levure ale, on va être maximum jusqu'à 25 degrés. Ici, pour les Kveik, on va avec certaines jusqu'à 35 voire 38 degrés, ce qui est vraiment remarquable pour une levure. Comme elles fermentent à des températures plus élevées, elles fermentent plus rapidement. Elles vont avoir aussi une plus grande tolérance à l'alcool. En général, pour une levure ale classique, on est jusqu'à 10% et encore c'est beaucoup. Ici, on peut aller sur certaines souches jusqu'à 16%. Donc, ce qui est quand même vraiment très élevé. Et aussi, elles résistent beaucoup mieux au stress. Et elles sèchent aussi, on peut les sécher en fait plus facilement que des levures classiques. Alors pourquoi je vous parle des Kveik? Parce que, comme je vous dis, moi en fait, j'ai l'impression que l'essayer, c'est l'adopter, quoi. Elle offre que des avantages. Et je pense que c'est autant intéressant pour un brasseur amateur qui ne va pas forcément savoir réguler sa température comme il faut. C'est pas grave, si le levure Kveik elle a tellement une plage de température élevée que ça va le faire quand même. Et aussi bien, ça va être intéressant aussi pour un brasseur pro parce que ça va l'aider à vider ses fermenteurs plus vite, ça va pouvoir faire des nouvelles bières plus vite. Et même aussi au niveau de la température, c'est qu'en général un brasseur pro quand même il peut contrôler sa température, mais avec les étés qu'on a de plus en plus chauds, ça devient de plus en plus un défi. Et donc les levures Kveik, elles permettent d'avoir quand même des bières très bonnes, sans se soucier autant des températures de fermentation. Ce qui est intéressant aussi avec les Kveik, c'est que comme je vous disais, c'est une famille de levures, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule souche, il y a beaucoup de souches de Kveik, et chacune d'elles va pouvoir permettre de faire un ou plusieurs styles différents. Donc avec ce type de levure, on peut couvrir une grande panoplie de styles, on peut même faire des lagers, appelées pseudo-lager parce qu'elles seront pas fermentées dans les conditions d'une vraie lager, mais on peut faire très bien des bières lager. Bon, alors les Kveik, moi j'en parle en long, en large et en travers depuis un bon moment. La première que j'ai importée, c'est la Lutra, qui vient de Mégaliste, j'en parlais tout à l'heure de Mégaliste, et pour la petite histoire, la première, elle n'était pas disponible en France, enfin cette levure, elle n'était pas disponible en France. Et j'ai fait en fait, j'ai un ami qui est venu nous rendre visite du Mexique, et je lui ai demandé de ramener quelques sachets dans son sac. Donc c'est avec celle-là que j'ai pu faire ma première Kveik, ma première bière Kveik, donc là que j'ai publié en janvier 2022. Et pour vous dire que vraiment c'est un sujet qui me passionne, j'ai fait quand même pas mal de vidéos depuis sur le sujet. Alors ça arrive tout doucement en France, donc comme je vous disais, vous avez certainement vu là le mot Kveik sur certaines bières que vous avez vues ici ou même en cave à bière. Il y a notamment Popin, la brasserie Popin, qui a fait une bière avec une levure Kveik il y a quelques mois. Ça, c'est des images que j'ai tirées de leur compte Instagram. Et eux, alors, ils ont poussé le truc encore plus loin parce qu'en plus d'utiliser une Kveik, ils ont utilisé un anneau Kveik. Donc je vais vous montrer ce que c'est. J'en ai ramené un. Donc, l'anneau Kveik, c'est un objet en bois que personnellement je trouve très beau. C'est un objet en bois qui est traditionnellement utilisé, enfin qui était plus beaucoup maintenant, mais qui était traditionnellement utilisé pour faire de la bière en Norvège notamment. Et en fait, il est utilisé pour récolter la levure, c'est-à-dire qu'on met la bière en fermentation, là, comme vous pouvez le voir, on met la bière en fermentation et on met l'anneau dedans. La levure en pleine activité va couvrir l'anneau et une fois qu'il est bien couvert, on va ressortir cet anneau et on va laisser la levure sécher. Donc ça permet de la conserver beaucoup mieux. Et bon, c'est stylé quand même. Donc voilà. Est-ce que ça va ça l'anneau, je suis pas sûre que ce soit vraiment une tendance parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Mais les bières avec des levures Kveik, clairement, je pense que ça va exploser dans les mois, voire les années à venir. Et ça nous amène au dernier sujet, le dernier style pour moi qui sera en tendance cette année, c'est les bières sans alcool et les bières à faible taux d'alcool. Pourquoi ? Parce que moi j'ai une trentaine d'années, je pense qu'on a tous à peu près une trentaine d'années, j'ai l'impression que la génération qui est en dessous de nous, on entend de plus en plus qu'eux ils font beaucoup plus attention à bien manger, à bien boire, à faire attention à leur corps, etc. Et je pense que la mouvance de la bière sans alcool c'est un peu lié à tout ça. On est aussi sur une génération qui est plus... comment dire ?
on est aussi plus sur une génération qui va, oui, comme je disais, qui va faire attention à son corps, etc., qui est née aussi un peu dans tout ce qui est véganisme, végétarianisme et ce genre de choses. Il y a une étude qui est sortie là il y a 2 semaines qui confirme un peu cette tendance. Elle est sortie là mi-septembre, qui indique que 52% des Français prévoient de réduire leur consommation d'alcool hors domicile. Donc je pense que ça relie un peu cette idée. Et parmi ces 52%, parce que là ça a englobé tout ce qui est cocktail, etc., il y en a 36% qui parlent en fait vraiment de la bière. Donc je pense que c'est une tendance qui va vraiment commencer à s'inscrire dans le paysage brassicole. On a plusieurs brasseries qui commencent déjà à faire des bières sans alcool et des grandes brasseries. Par exemple, on a la Débauche à gauche qui est sortie une Berliner Weiss qui s'appelle Cute and Sober. Donc une Berliner Weiss sans alcool. On a à côté, c'est la brasserie des Brasseurs-Cueilleurs qui a sorti une sour à la pêche. On a aussi même des brasseries qui sont totalement dédiées aux bières sans alcool qui proposent que ça. Et je pense que ce qui est intéressant de voir dans ce genre de brasserie, c'est que avant les sans-alcool, on était vraiment que sur des lagers, des pils un peu insipides, des Heineken, zéro, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on commence vraiment à voir de nouveaux styles en sans-alcool et vraiment beaucoup plus de choix. Par exemple, la bière qui est sur la gauche, c'est une brasserie qui s'appelle Force Majeure. C'est une brasserie belge qui est sortie, qui a démarré en 2019 et qui propose que des styles belges, mais en sans alcool. Donc là, c'est un peu marrant de cette bière-là parce que c'est une triple sans alcool. Et de l'autre côté, on a la brasserie Edmond, qui est une brasserie française qui, elle, est sortie, a démarré en 2018. Et eux, pareil, ils proposent des styles typiques, genre blond, brune, etc. Mais ils vont proposer, par exemple, la Pro IPA, ils vont proposer une pumpkin ale, donc une bière à la citrouille, ce genre de choses. Donc il y a quand même beaucoup de styles qui commencent à émerger en sans alcool. Il y a aussi même des sites maintenant qui sont totalement dédiés aux bières sans alcool, des sites de commande. Là par exemple c'est Gueule de Joie. Alors ils ne proposent pas que des bières, ils proposent aussi du vin, des cocktails, ce genre de choses, mais tout sans alcool. Et du côté des bières, ils ont à peu près 70 bières différentes. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui commence vraiment à se développer. Et dans la même idée, pour étendre un peu l'idée des bières sans alcool, je pense qu'on peut parler aussi des boissons un peu alternatives. On voit de plus en plus, par exemple, de brasseries qui lancent leur limonade. Il y a aussi, par exemple, des brasseries qui font du kombucha. Donc, par exemple, il y a la brasserie du Pays Flamand, qui est de la région, qui a sorti sa marque de kombucha. Il y a aussi d'autres styles de boissons qui, je pense pas que ce sera une tendance pour 2024, mais peut-être un peu plus tard. Tout ce qui est par exemple hard seltzer ou hop water. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce type de boisson. Le hop water, c'est de l'eau gazéifiée et infusée avec du houblon. Et le hard seltzer, c'est de l'eau fermentée, donc là il y a un peu d'alcool quand même dedans. Et on va aussi soit infuser du houblon, soit rajouter des fruits, ce genre de choses. Alors pour le moment, ces styles-là, donc tout ce qui est hop water, hard seltzer, il n'y a que les gros industriels qui en font. Il y a notamment Coca qui a sorti ces différentes canettes de hard seltzer sous leur marque Topo Chico. Vous pouvez en voir en supermarché, ça se trouve facilement en supermarché. Mais c'est vrai que ça relie un petit peu le début où je vous disais qu'on est plus sur la nouvelle génération, je pense, qui est intéressée sur ces styles-là. Leurs canettes, elles sont très peps, des couleurs super fluo, ce genre de choses. Et je pense que ça pourra peut-être devenir une tendance dans le craft quand les brasseries craft commenceront à s'y intéresser, donc peut-être plus plus tard, quoi, dans plusieurs années, peut-être pas forcément en 2024. Et voilà. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, ou si vous voulez apporter quelque chose. Non, personne. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir assisté à la conférence et puis bon festival.